Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en direct de cette 12e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, c'est une émission web faite par une bande de spectateurs passionnés de spectacles vivants qui se réunissent chaque mois pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles qu'ils ont vus. Et vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et partager vos réactions tout au long de cette heure d'émission en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Qui dit 12e émission mensuelle dit premier anniversaire. Radio Mortimer a déjà 1 an. Pour souligner l'occasion, vous êtes venus en nombre à notre premier apéro d'anniversaire qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. On a dû pousser un peu les murs et agrandir la tablée, mais c'était très sympa de pouvoir se rencontrer, se retrouver et poursuivre les échanges passionnés. Je voudrais donc en profiter pour remercier toutes les personnes qui, depuis 1 an, nous écoutent, qui nous soutiennent, qui œuvrent dans l'ombre ou dans la lumière pour Radio Mortimer. On espère poursuivre l'aventure, on a déjà hâte au prochain anniversaire. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accueillis une nouvelle fois au Théâtre de la Colline, théâtre tourné vers l'écriture, la jeunesse et la création, ce qui tombe à pic puisque au programme de notre émission ce soir, la part belle est faite aux auteurs vivants et aux autrices vivantes. Mais comme on n'oublie pas que le théâtre existait déjà bien avant nous, on va s'offrir au cours de l'émission un petit retour aux racines du théâtre avec l'évocation de quelques-unes de nos illustres antiquités. Au sommaire de cette 12e édition, nous allons parler de 5 spectacles dont tous les titres tiennent chacun en un seul mot. Vera, de Petre Zalenka, mise en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre de Paris. Opéra porno, écrite et mise en scène par Pierre Guillois au Théâtre du Rond-Point. Phèdre, de Sénèque, mise en scène par Louise Vigneault à la Comédie Française. Cendre, de Solène Denis, mise en scène par le collectif Dénisiac à la Maison des Métallos. Et enfin Ithac, conçu par Christiane Jataï au Théâtre de l'Odéon. Autour de moi pour parler de Vera, j'ai le plaisir d'accueillir Mordu de Théâtre. Bonsoir. Bonsoir Mordu de Théâtre, bonsoir Roger 42. Bonsoir. Et bonsoir Théatoile. Bonsoir. La pièce se déroule à Prague et dresse le portrait de Vera, une directrice de casting. Pour résumer la pièce de Petre Zalenka, j'avais envie de reprendre les mots de Pierre Notte qui a signé l'adaptation et qui a dit « Vera a tout, elle a l'argent, elle a le pouvoir, elle a tous les moyens, elle connaît une ascension permanente. Et puis dans son cynisme, dans sa négociation avec le pouvoir, avec tous les pouvoirs, elle va peu à peu connaître la terrible dégringolade de quelqu'un qui a tout, à qui ça ne suffit jamais, qui ne sait pas quoi en faire, qui ne sait pas comment s'en servir, qui ajoute du cynisme au cynisme et peut-être du mensonge au mensonge, et qui dans le cadre familial, professionnel, personnel, amoureux, va connaître la chute la plus terrible. La pièce se joue au Théâtre de Paris dans une mise en scène d'Élise Vigier et de Martial Di Fonzobo avec Karine Viard dans le rôle titre. Sur Twitter, Daniel M. dit « Au Théâtre de Paris, dans Vera, une très belle mise en scène, des décors très originaux et surtout de magnifiques performances d'acteurs, dont celle de Karine Viard, pour nous faire vivre une problématique bien contemporaine. » Roger 42, tu partages cet avis ? Presque. C'est-à-dire ? Partiellement. C'est-à-dire que pour le jeu d'acteur, Karine Viard, effectivement, la pièce, ça dure 2 heures. Elle est presque là tout le temps. Elle porte la pièce sur ses épaules. Elle est magnifique. Ça a été une très, très belle surprise de ce côté-là. Par contre, le reste, il faut qu'on en discute. Et là, on va en débattre entre nous parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça ? Moi, je suis déjà pas d'accord avec le fait que Karine Viard porte la pièce. C'est vrai, elle est là 2 heures, mais moi, je l'ai pas du tout trouvée ni humaine comme elle pouvait décrire sur le personnage, un peu ni charismatique ni rien. Elle est très linéaire, elle est très lisse. Je l'ai pas du tout trouvée. Je l'attendais beaucoup. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que je connaissais uniquement au cinéma, et j'en suis sortie très déçue. Un jour sans, peut-être. Un jour sans, peut-être. Sûrement, oui. Parce que toi aussi, c'était ce cas-là, ce soir-là ? Non, moi je l'ai vue à un soir où elle devait être très bonne. Je l'ai trouvée vraiment monstrueusement humaine. Et effectivement, je partage l'avis de Roger 42 et je la rejoins quand elle dit qu'elle porte la pièce. En revanche, sur les autres, c'est un peu la cata. C'est-à-dire que tout ce que Pierre Notte dit, moi j'aurais aimé le voir, mais il n'y a rien de tout ça. Moi je me suis ennuyée monstrueusement. Parce que ça manque cruellement d'intérêt. Et pourtant, on pense que l'histoire pourrait avoir quelque chose. Si Pierre Notte, tel qu'il le décrit, mais là, tel que c'est mis en scène, c'est écrasé par un dispositif extrêmement lourd. Il y a des vidéos, il y a un ascenseur, il y a des ascenseurs. Il y a beaucoup de changements de décor. On se demande
enfin, ça ne sert à rien. Moi, je trouve ça très inutile à part surcharger la pièce et on se perd totalement là-dedans, alors que peut-être l'histoire était intéressante. Alors, moi, justement, je me suis concentrée sur l'histoire parce que je la connaissais. Et effectivement, ça me fait penser à beaucoup de mes petits collègues, donc ça m'a bien fait rire. De voir cette ascension. Elle en a bavé hein, quand même pour en arriver là vers un. Et pour assurer sa position, ben, il faut qu'elle soit impitoyable avec les autres. Et cette partie-là est bien montrée aussi. Et sa gamelle derrière est fabuleuse. Mais elle ne fait pas peur, elle est pas enfin, moi, tu l'as trouvée monstrueuse. Je l'ai trouvée cynique. Moi, c'est plate. Une femme comme ça ne me fait pas peur. Ah, c'est pas elle est censée, elle est censée pour arriver là où elle est censée quand même. Tu vois, elle écrase le début. Au début, elle est devant un cadavre. C'est pas du tout monstrueux. Je me suis concentrée sur le texte plutôt. Et le texte, moi, franchement, me fait peur, quoi. Oui, le texte, mais je l'ai pas entendu. Ah, voilà, moi, j'avoue être passée aussi à côté du texte parce que la mise en scène est trop prenante. Ah, ça, d'accord. On a une forme de scénario, on a beaucoup de vidéos, on a des plans séquences qui se succèdent et ça aspire tout le reste. Ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Est-ce qu'on parle des moments musicaux? Ça endort. Ah, les moments musicaux sont peut-être en trop aussi, les je moments confirme. musicaux qui tombent, on ne sait pas pourquoi, soudain, une espèce de petit cabaret avec des couleurs, quelque chose d'un peu ridicule. Une sorte de rengaine qui revient tout le temps. Et en plus, on comprend pas, enfin moi je comprenais pas, Vera danse en je sais pas quoi, là, j'étais pas sûre de comprendre les paroles, c'était assez calamiteux. Oui, dans les procédés, dans l'ensemble des procédés, il y en a un qui m'a plu, c'est les caméras qui sont dans les ascenseurs. Cette partie-là, je l'ai trouvée sympathique, mais effectivement, sinon, il y a trop d'écrans, il y a trop de choses à voir. On est perdu sur le plateau. En plus, il est énorme, donc on voit tout. Ouais. On voit aussi les coulisses par moments. Et c'est un élément qui fait qu'on n'est pas à l'aise complètement avec cette pièce. C'est qu'on trouve qu'elle dure longtemps, mais elle dure 2 heures, simplement. J'ai vérifié. Ça s'étire et ça n'apporte rien de plus, en fait. Voilà. Il y a aussi les personnages secondaires. Moi, j'étais contente de voir Elena Noguera au théâtre. Et là, je ne l'ai pas vue. Elle est transparente. Mais ils le sont tous. Hein. Voilà. Et pourtant, ils sont 5 à faire une trentaine de personnages et on ne les voit pas passer. Non, on ne les voit pas. Enfin, ils ne se démarquent pas. Ils plongent plutôt. Vraiment, ces moments musicaux, moi, j'ai trouvé ça atroce. C'était un peu ridicule. On se demandait, on avait peine pour eux. Ils arrivent, ils chantent des chansons ridicules qui n'ont rien à voir avec le reste, avec des costumes. C'était gênant. Un moment gênant. Merci les filles, merci à toutes les 3. Vous avez jusqu'au 20 mai pour aller voir ou revoir Karine Viard et ses comparses dans Vera de Petre Zalenka, mise en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. Roger 42, avant de nous quitter, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, tout à fait. Je voulais vous parler de Fragments de femmes, une pièce de Fabien Lemuel, qui était jouée jusqu'à il y a peu, ce dimanche dernier jour, à fermeture des Feux de la Rampe, hein, et qui va être bientôt rejouée. On ne sait pas encore trop où, mais bientôt. Et surtout, ne le ratez pas. Lisez ma chronique, lisez celle de Théâtoile. On va vous les mettre sur le fil de Radio Mortimer sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir, on vous met toutes les critiques. C'est une pièce d'une grande sensibilité. Merci à toutes les 3. Mordu de théâtre, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théâtrelle et par Théâtre Côté Cœur pour parler d'opéra porno. Bonsoir Théâtrelle. Bonsoir. Bonsoir Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Pour résumer cette pièce sans trop la déflorer, je tâcherai d'être circoncise. En préliminaire, je dirais qu'opéra porno s'inscrit, comme son titre l'indique, dans le genre peu répandu de l'opérette pornographique. C'est Pierre Guillois qui y enseigne le sexe et la mise en scène. Opéra porno nous fait pénétrer dans l'univers d'une famille peu banale, se permettant toutes les grivoiseries dont certaines pourraient entrer dans les annales. À découvrir jusqu'au 22 avril au Théâtre du Rond-Point G. Sur Twitter, Cyril Bartalois dit au Théâtre du Rond-Point, opéra porno, un ovni théâtral. Pardon, excusez-nous, il y a un fou rire collectif au sein du studio. On reprend. Sur Twitter, Cyril Bartalois dit au Théâtre du Rond-Point, opéra porno, un ovni théâtral, réussi, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Mordu de théâtre, y consens-tu? J'y consens.
J'y consens absolument. D'abord, je voudrais dire bravo pour cette magnifique entrée dans la matière. Alors oui, donc déjà, un immense merci à Jean-Michel Grive, grâce à qui on peut voir ce genre de pièce. Je pense pas, et Pierre Guillouin nous l'a confirmé, il n'est pas accepté dans tous les théâtres. On comprend un peu pourquoi. C'est-à-dire que son titre annonce la chose, c'est un opéra porno. Moi, je suis une grande fan du Gros, la Vache et le Ménate. J'avais pas osé voir Bigre, c'est mon deuxième Pierre Guillouin, donc je reviens sur cet opéra porno. J'ai trouvé ça très bien, mais peut-être un peu plus attendu, du fait justement qu'il nous annonce que ça va être entièrement pornographique et que donc, même s'il y a quelque chose de choquant dans ces situations, on peut un peu les deviner par avance. Alors moi, écoute, c'est marrant parce que tu t'y attendais. Alors moi, j'avais lu opéra porno, mais moi, dans ma grande naïveté, j'attendais du porno soft. Oh, mais non, je m'attendais pas. c'est pas possible. Mais tu ne connaissais donc pas Pierre Guillouin. Mais je l'avais vu que Bigre, qui est quand même très Ah gentil. oui, t'as pas vu le Gros, la Vache et le Non, Ménate. voilà. Le Gros, la Vache et le Ménate, il faut savoir que dans le Gros, quand même, il mangeait un sandwich assis sur un cercueil et il pissait dans un couffin. Donc, Mais il n'y a pas de sexe là-dedans. Non, mais Non, dans le c'était côté bien quand même. hardcore, Oui, on oui. était bien. D'accord. Et du coup, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi trash. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien. Surtout la scénographie, parce que c'est magnifique. Quand le rideau s'ouvre et qu'on voit cette espèce de lac, d'étang, de petite mare, etc., avec la barque, les trois espaces distincts et les musiciens qui sont à Jardin. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, je me suis laissée complètement emporter. Je trouve que c'est hyper culotté, voire déculotté. Déculotté, je crois qu'on peut le dire. Déculotté. Mon petit côté sage, gentillet, judéo-chrétien. Il y a des petits trucs qui m'ont pas trop embarqué sur l'inceste ou quoi comme ça. Mais ça, c'est vraiment un blocage perso où j'ai été, je vais pas dire choquée, mais Dérangé, un peu dérangé. ouais, ça m'a pas fait rire, c'est ça m'a ça. pas fait rire. Ça Voilà. t'a pas fait rire. La scène père-fils m'a pas fait rire du tout. Oui, pourtant elle est drôle. Mais non, voilà. Sinon, je trouve ça effectivement hyper culotté. J'ai rigolé quand même. Je vais pas mentir. Je vais pas faire ma bégueule. Je me suis quand même bien marrée. Souvent, je me suis dit, je pense comme beaucoup de gens, non, bah ça, il va quand même pas oser. Il va pas y aller parce que la grand-mère, je l'ai vu venir. Et je me suis dit, non, il va pas le faire. Et ben, si, il va le faire. Et ça, c'est drôle qu'il y aille, qu'il ose complètement. Donc, c'est bien. Je trouve qu'ils s'éclatent tous bien. Tous les quatre, ils sont excellents parce qu'ils y vont à fond. Là, j'ai une petite réserve de morale qui m'a fait un peu rechigner parfois. Théâtre côté cœur. Alors moi, par contre, la morale, je l'ai laissée complètement de côté. J'avais le souvenir du Gros, la Vache et le Ménate, et justement cette scène où il pisse sur le couffin, moi, m'avait choquée à l'époque. Depuis, je suis passée au-dessus. Voilà, je suis arrivée. Bon, c'est opéra porno. J'avais entendu une interview de Pierre Guillouin. Il plaçait bien la barre haut déjà. Enfin, il prévenait. On savait que ça allait être vraiment trash. C'est trash, mais c'est complètement décalé. C'est de l'humour. C'est vraiment de l'humour. Et puis, le texte est drôle. Enfin, tout est dans le texte. On n'y va pas pour y voir des fesses, des seins, et même s'il y a la provocation, même si... mais tout est finalement assez quand même ciselé. Les chansons... Les airs sont entraînants, on a une grande variété dans les musiques. Moi, j'ai été un peu déçue par les chansons, par rapport au Gros, mais encore une fois, parce qu'on a cette comparaison-là. Dans le Gros, on pouvait reprendre. Là, c'est tellement lyrique qu'on a du mal à... Enfin, moi, j'ai été moins entraînée par les airs, les côtés chantés. Moi, je les ai trouvés gays. En revanche, contrairement à toi, moi, j'étais tellement entraînée par le côté complètement extrême, scato, porno, le gros délire, que j'ai peut-être moins écouté le texte. Et aujourd'hui, je me souviens de l'excès, du côté ultra trash. Je me souviens de l'histoire, évidemment, mais ce que tu dis, le texte ciselé dont tu parles, j'en ai pas de mémoire. Ah, il y a des choses que je trouve... C'est pas forcément aussi fin que dans le Gros, la Vache et le Ménate. Mais il y a quand même... Non, mais il y a quand même un beau travail. Il y a quelques textes, quelques chansons qui sont vraiment très ciselées, très lyriques, avec on retrouve les codes du lyrique. Après, les références, je ne connais pas suffisamment l'opéra pour avoir toutes les références et dire est-ce que ça c'est une critique, une satire, une pompée sur telle ou telle chanson. C'est plus une opérette que de l'opéra d'ailleurs, mais ça va vite. Moi j'ai ri, j'ai vraiment ri. J'avais à côté de moi quelqu'un qui était par contre très très coincé et ça me faisait d'autant plus rire. Et puis ils sont excellents. Enfin, que ce soit Flânant, Aubé, qui est, moi je trouve, à croquer, mais il est... C'est des jeunes, ça, le fils. Lara Neumann,
Elle est sexy, elle est provocante, elle Chante est bien. drôle, elle a une voix extraordinaire. Jean-Paul Muel, là, Jean-Paul c'est Muel, c'est un génial. plaisir. C'est un bonheur, mais C'est- enfin, il est assis déjà d'entrée de jeu sur la scène au début, Ah oui, dès qu'on entend. avec ouais. les jambes écartées, enfin, ce qui provoque parfois quelques réactions dans le public des gens qui sont devant lui. Une grosse culotte de grand-mère. ouais. C'est vraiment. Mais Un plaisir. c'est tellement burlesque, c'est tellement drôle, c'est tellement décalé que moi j'ai passé une soirée formidable. Ceci dit, maintenant que en t'entendant parler, c'est vrai qu'à un moment, quand Lara Neumann chantait, j'ai entendu, bon, peut-être à tort, mais en tout cas, j'ai cru reconnaître une référence à Carmen. Oui, je pense aussi. Donc oui, comme tu dis, il y a des références. Je crois qu'il y en a, Ouais. ouais, mais voilà, j'ai pas assez de... Et pour rebondir sur le voisinage, moi ce que j'ai trouvé ça assez génial aussi, c'est que j'étais à côté de deux papis bien âgés, et je me suis dit au début, mais ils savent pas dans quoi ils s'embarquent, ils vont être choqués les pauvres, et pas du tout, ils s'éclataient les deux. À un moment, il y en a un qui a dit à l'autre, oh mais c'est génial ce truc, et je trouvais ça dingue qu'on puisse tous rire là-dessus. Vraiment, c'était incroyable. Donc encore une fois, le rond-point, merci de nous faire vivre ça parce que c'est fou. C'est Et, Et génial. puis merci d'avoir le courage et le culot de les programmer. Ouais. Voilà. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres théâtres qui auront ce même courage et que ce spectacle pourra tourner, aller à la rencontre de son public ailleurs qu'à Paris, parce que c'est... Ouais. il y a vraiment tout un Il faut art. des théâtres qui ont des couilles. C'est le cas de le C'est le dire. cas de le dire. C'est un très joli mot de la fin. Vous avez jusqu'au 22 avril pour aller voir ou revoir Opéra Porno, écrit et mis en scène par Pierre Guillois au Théâtre du Rond-Point à Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Avant de poursuivre, Théâtre Côté Cœur, tu voulais partager un coup de queue Un coup de cœur. J'ai ma langue qui s'enfourche sur ce spectacle, je suis vraiment désolée. Un coup de cœur. Un coup de cœur, effectivement. Alors, pour un spectacle qui ne se joue plus pour l'instant, je l'ai vu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça s'appelle Secret Temps 2. C'est une reprise d'un artiste qui s'appelle Johan Le Guilherme, qui se définit comme un praticien de l'espace des points de vue. C'est un génial inventeur qui transforme la matière, qui va dresser un oiseau de papier, qui va construire des structures de bois absolument étonnantes avec une minutie, une précision incroyable, qui va tordre des morceaux de fer pour en faire des compagnons de danse, qui va créer avec 3 bouts de bois des animaux absolument fantastiques qui vont se déplacer tout seuls. C'est un magicien de l'espace. Enfin, il a un art qui est absolument extraordinaire et assez unique. Il est présent à Nantes jusqu'au mois de juin, avec notamment certaines de ses constructions qui sont exposées dans le jardin botanique de Nantes. On pourra voir son spectacle Secret Temps 2 à l'Agora d'Evry du 24 au 26 mai, puis au Festival des Utopistes à Lyon du 31 mai au 9 juin. Et il y aura certainement, enfin ce spectacle tourne depuis des années, c'est un artiste incroyable. Surveillez vos programmations de salles à côté de chez vous et n'hésitez pas à aller le voir, c'est indescriptible, c'est un génie indescriptible. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Merci beaucoup, Théâtre Côté Cœur. Merci à toutes les trois pour cette chronique. Théâtrelle et Théâtre Côté Cœur, pour parler de Phèdre, vous êtes rejointes par le 4e mur. Bonsoir, le 4e mur. Bonsoir. On connaît mieux la Phèdre de Racine, mais c'est celle de Sénèque que l'on peut voir à la Comédie Française, où elle n'avait encore jamais été jouée. Pour la metteuse en scène Louise Vigneault, monter Sénèque aujourd'hui, c'est, je cite, « se laisser emporter par une frénésie qui change la nôtre, dont la poésie et le rythme bousculent notre rapport au temps. » La pensionnaire Jennifer Decker incarne le rôle titre. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Trash tragique Phèdre, dans la mise en scène d'une rare intensité de Louise Vigneault au studio-théâtre de la Comédie Française, Sénèque sans filtre, porté par une Jennifer Decker bouleversante et dévastée, et ses comparses habités, quand l'antique tonne et sonne résolument moderne. » Le 4e mur, est-ce que tu partages cet avis? Oui, j'ai trouvé ça extrêmement noir, extrêmement brut de décoffrage. En fait, ça m'a tout de suite fait penser à Colomba de Mérimée. C'est-à-dire, j'ai vraiment vu le sud, la Corse, la vengeance, quelque chose de méditerranéen et de très sombre, de très cruel,
Et ça nous change du sublime de Racine. Ça, j'ai trouvé ça, j'ai préféré ça du reste à Racine en termes de dramaturgie. Et c'est un très bel instant où il n'y a absolument aucune lueur d'espoir, aucune échappée, aucune rédemption. On est juste dans la souffrance à l'état brut et c'est merveilleusement bien rendu et par les acteurs et par la scénographie. Tout à fait d'accord. Alors la scénographie est vraiment très belle, je suis d'accord avec toi. Le décor est complètement nu, enfin quasiment nu, il n'y a rien. Et du coup, ça laisse complètement la place au verbe et à la parole, aux mots de Sénèque, parfois un petit peu long, on trouvait quelques petites longueurs, mais en même temps, le jeu des comédiens, la mise en scène de Louise Vigneault et l'interprétation est tellement incarnée qu'on a toute la force de ce texte. Et finalement, une Phèdre que je trouve très moderne. Elle est fougueuse, elle est rageuse, c'est une femme blessée, bafouée, trompée. Et c'est une jeune femme qui se retrouve dans une position qu'elle n'a pas souhaitée. Et elle va laisser aller ses désirs et en même temps assumer sa vengeance. Et elle est, moi je la trouve vraiment majestueuse. Complètement assumer sa position et son refus le fait qu'elle cède complètement à ses pulsions. Que je trouve que quand Jennifer Decker enlève sa belle robe dorée, qui est sa robe de reine, et qu'elle se retrouve quasiment nue, voilà, c'est très symbolique. Elle enlève son habit de lumière et elle se défait complètement de tous ses atours pour n'être plus qu'une femme. Et ça, je trouve que c'est très très bien vu par Louise Vigneault. Parce qu'elle, à partir de rien, elle laisse la place complètement au sens du texte et au sens de cette tragédie. Et on ne voit rien d'autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans sa mise en scène et dans sa proposition, c'est que, voilà, comme tu disais, elle se met complètement au service du texte. Les comédiens se mettent au service du texte. Voilà, il n'y a pas d'ego de metteur en scène. Tout est fait pour servir le texte le texte. Et je trouve ça magnifique et rare parfois. Il faut rendre hommage, je pense, à la traduction de Florence Dupont, je crois. Parce que moi j'avais déjà lu Sénèque dans d'autres traductions et j'avoue que j'avais eu un petit peu de mal parce qu'il y avait toujours un petit peu un style compassé. Et là j'ai trouvé que je pense qu'elle a fait une traduction extrêmmement moderne. Finalement, c'est les mots qu'on pourrait avoir de tous les jours. Il n'y a aucun mot trop compliqué ou un petit peu désuet. Et c'est d'une actualité extraordinaire. Donc je pense que ça repose beaucoup. Je crois qu'il faut remercier la traductrice du texte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a quand même montré une société complètement déliquescente, c'est-à-dire le jeune qui a les ailes coupées parce que il peut pas, Hippolyte, il peut pas vivre sa vie telle qu'il la voudrait. Tout le début est absolument fabuleux parce que il est comme un gosse qui joue dans sa chambre à faire des combats, etc. Et on sent qu'il est complètement brisé dans sa jeunesse. Elle est brisée dans tous ses espoirs de femme, dans l'amour qu'elle aurait pu vivre et qu'elle ne vit pas. Il n'y a que des gens brisés. Pierre-Louis Calixte fait le cœur et raconte un petit peu effectivement le contexte. Et j'ai trouvé que c'était sans espoir, finalement totalement désespéré, donc terriblement actuel quelque part. C'est émouvant de se dire que ces mots qui ont été écrits il y a 2000 ans, finalement, sont encore complètement d'actualité dans un monde où parfois on est en quête de sens et de but dans sa vie. J'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent et bien en lien avec l'époque d'aujourd'hui. C'est hyper pessimiste ce que tu dis en fait. Non, mais oui, mais l'époque est très noire aussi aujourd'hui, si on veut bien regarder. Et là c'est mon point de vue. Oui. Après, personne n'est obligé de le partager. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu pareil. Ils sont un peu dans cette espèce de vase clos avec un climat putride. Ils sont enfermés dans leur. Finalement, même l'amour d'Hippolyte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on fait une analogie avec Racine, autant dans Racine, on y croit quand même un petit peu à l'amour de Phèdre pour Hippolyte. On est en empathie, etc. Là, on a un peu l'impression qu'en réalité, c'est parce qu'elle s'ennuie complètement, qu'elle tombe. Moi, j'ai trouvé que c'était. Non. Moi, j'ai un peu l'impression que je m'ennuie complètement. Donc, le seul qui est là, c'est Hippolyte, qui est à peu près jeune et plein de vie. Et elle est jeune aussi. Oui.
Là, je pense à un débat qu'on a eu sur un précédent Radio Mortimer sur la femme qui s'ennuie, la tragédie. On parlait de Un mois à la campagne. Et là, effectivement, le personnage d'Anne Grimberg s'ennuyait un peu. Là, je suis pas sûre que pour Phèdre, je pense pas qu'elle tombe amoureuse de son Hippolyte par ennui. Je pense que c'est beaucoup plus dévastant quand même. Mais elle est enfermée dans cette incapacité justement à céder à sa pulsion, à vivre cet amour parce qu'elle est dans un carcan de son statut qui vient de son statut de reine. Mais je pense qu'elle ne l'aime pas par ennui. C'est pas un succès d'année. Moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a envie d'aimer. Que son Thésée de mari, il est parti aux enfers avec son amant, etc. Et donc, cette force d'amour, il faut bien qu'elle se projette sur quelqu'un, et il y a juste Hippolyte qui passe, parce qu'on voit personne d'autre. On a l'impression qu'elle est... Moi, je crois que c'est plus ce rapprochement. Il a réveillé quelque chose. Elle n'a pas transposé sur Hippolyte ce besoin et ce manque. Moi, j'ai un gros doute, mais bon... Moi, c'est deux désespoirs qui se croisent et qui se rejoignent. Deux jeunesses qui sont brimées, qui ne peuvent pas mener la vie qu'ils auraient voulu, et qui se rejoignent et qui font que cet amour naît. Ouais, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait... J'ai pas trouvé qu'il y avait l'amour, justement, lui, il la repousse, mais la manière dont c'est montré, c'est qu'il n'y a pas 2 secondes. Il a peur. Il n'y a pas 2 secondes où il fléchit un peu, il n'y a pas 2 secondes où il pourrait y avoir une once pas de tendresse, je dis pas ce mot-là, mais tout est dans, tout le monde est centré sur soi, lui, il est centré sur lui, elle est centrée sur elle. En réalité, ils se croisent pas, quoi. Moi, c'est là où j'ai trouvé que c'était terrible, parce que on n'était que des monologues de gens totalement Thésée aussi est centré sur lui, enfermé dans son devoir. Ouais, confiné dans leur désespoir et dans leur j'ai trouvé que c'était d'une noirceur absolue, mais très beau, très très beau, très intense et très très fort le jeu. Les 2 scènes finales entre l'aveu de Phèdre de son mensonge et l'attitude de Thésée quand il réalise tout ce qu'il a perdu. Je trouvais que ces 2 moments étaient absolument magnifiques. Quand Jennifer Decker malaxe, j'ai pas d'autre mot, elle malaxe le visage de Thésée, de Tyrion VI, il y a une force, une puissance dans le jeu. Je les ai trouvés tous les deux. C'est vrai que Jennifer Decker est absolument magnifique dans le rôle, mais Tyrion VI est aussi absolument sublime. C'est un duo qui... En fait, ils vont très bien. Sur cette pièce-là, le duo est vraiment admirablement formé parce que lui, il incarne la puissance. Et elle, la femme qui est soumise, mais elle est toute frêle, toute pas très grande, toute menue par rapport à lui. Et elle va prendre le pouvoir. Et je trouve que le duo vraiment est mais la puissance complètement laminée. Justement, le Thésée triomphant. Mais quand il arrive, c'est ça. Là, il n'est pas du tout triomphant. Il arrive épuisé. Il veut se reposer devant lui. Il retrouve sa maison dévastée. Il apprend que moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que justement, il n'y avait rien à sauver il n'y a rien de grand, il n'y a rien de noble là-dedans par rapport à Racine où il y a une certaine beauté de la tragédie, etc. Là, il n'y a rien de beau. C'est brut. Oui, c'est brut. Les situations sont brutales, sauvages et montrées sans phare. On ne se cache pas derrière des mots, on ne se cache pas derrière une nostalgie ou une espèce de romantisme, je sais pas. Mais on est sur des choses qui sont brutes, avec des sentiments qui sont forts, qui sont assumés, qui sont poussés à l'extrême. Puis même la notion de sacrifice qu'il peut y avoir dans Racine, un petit peu, là n'existe pas. Il n'y a pas de sacrifice. Chacun essaie de sauver sa peau et finalement à la fin, si elle se suicide, c'est parce qu'elle veut que ça s'arrête. C'est pas du tout pour voilà. Donc j'ai trouvé non, ce n'est pas un divulgaché que de dire que elle meurt à la fin. Parce que quand même, c'est connu de tous. Voilà. Mais voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas une minute, une seconde où il y a un sentiment pour racheter le truc. Ça n'est que de la noirceur et des personnages qui se débattent dans la noirceur. Moi, j'ai adoré, voilà. Et même Claude Mathieu, je trouvais Claude Mathieu vraiment très bonne dans le rôle de la nourrice. Qui essaye de tempérer les choses, elle est elle met son petit grain à la fin quand elle vient raconter son... Elle est un peu langue de vipère à un moment quand même. Elle tire un peu les ficelles à un moment. Mais j'ai trouvé qu'elle le faisait vraiment très très bien, elle était hyper convaincante, hyper juste. Voilà, les comédiens de la comédie française, donc au top tous. Ouais. Et donc quelques petites réserves sur Nazim Boudjema.
Je Ah suis bah dé- non alors. Si, je suis désolée. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous, un peu moins présent, un peu moins convaincant. C'est Bah, son peut-être personnage moins aussi, puissant. c'est le personnage Peut-être. d'Hippolyte qui est comme ça. Peut-être que c'était ta Peut-être. soirée aussi. Il y a peut-être, il était peut-être fatigué ce Voilà, soir-là. c'est ça. On va dire ça. Merci à toutes les trois. Vous avez jusqu'au 13 mai pour aller voir Au revoir Jennifer Decker et ses comparses dans Phèdre de Sénèque, mise en scène par Louise Vigneault au Studio Théâtre de la Comédie Française. Je sais que toutes les dates affichent complet, mais c'est possible. Non, pas toutes les dates n'affichent Alors, complet. ça affiche complet, mais moi, quand j'y étais samedi, les 2 derniers rangs étaient vides. Alors, allez-y, tentez votre chance, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des sacrées listes d'attente et des possibilités d'y aller. C'est Et ce moi, que quand j'y j'allais suis vous allée faire, aussi, vous il y avait encourager. des rangs vides. Enfin, Ouais. les rangs du fond. Donc ne vous découragez pas. Les représentations ont lieu du mercredi au dimanche à 18h30. Merci à toutes les trois. Théâtre côté cœur et théâtrel, vous restez encore un peu auprès de moi. Et c'est Théâtoile qui vous retrouve pour parler cette fois de Cendre, que je précise, s'appelle S-A-N-D-R-E. Ma transition est toute trouvée, puisqu'avec Cendre, on reste d'une certaine manière avec Sénèque. En effet, la pièce Cendre de Solène Denis, mise en scène par le collectif Dénisiaque, est la confession d'une Médée moderne. Seul en scène, le comédien Erwan Daoufar y incarne une femme dont les certitudes s'effondrent à la suite d'une terrible révélation que lui fait son mari alors qu'elle se sait enceinte. Le spectacle se jouait à la Maison des Métallos jusqu'à encore quelques jours. Sur Twitter, Mini Poussine dit « Gros coup de cœur pour Cendre du collectif Dénisiaque, un goût âcre qui reste dans la bouche et des images qui hantent, une seconde partie qui coupe le souffle, bouleversant texte de Solène Denis qui tente de comprendre sans jamais excuser le geste de cette femme. Erwan Daoufar impressionnant en femme brisée qui commet l'irréparable. Théâtoile, tu partages cet avis ? Entièrement. C'est une pièce intimiste où la parole est un petit peu vécue comme une confession. On a effectivement cette impression de voir une Médée des temps modernes face à nous. C'est un homme qui interprète le rôle d'une femme et pourtant il n'y a aucun moment de grotesque, aucun moment où on pourrait se sentir mal à l'aise dans des clichés, dans des gros traits. Tout est vraiment fait avec beaucoup de fragilité, de vulnérabilité, de fragilité aussi. Même s'il y a une tragédie qui se met en place, dans ses propos, on y voit aussi beaucoup d'humanité. Et ça, c'est tout simplement bouleversant. C'est un seul en scène qui nous attrape et arrive vraiment à nous emporter jusqu'au bout et à pas nous lâcher. Il y a une vraie progression, je suis d'accord avec toi, c'est très intimiste. Il y a un superbe travail sur les lumières. On alterne lumière chaude et lumière froide selon que l'on soit dans la confession ou dans le récit, dans la réflexion sur l'intériorisation des sentiments ou raconter ce qu'elle a vécu. Et puis il y a ce travail de diagonale, de ligne horizontale, de ligne verticale qui centre sur le personnage, qui est absolument magnifique et qui met l'accent sur cette femme qui nous raconte sa vie, pas d'épouse soumise, de femme amoureuse qui a été élevée avec des principes. Une femme, elle doit être dévouée à son époux. Enfin bon voilà, on est sur des principes d'un peu un autre temps. Enfin pour moi, C'est une forme de soumission, hein, à mon sens. Non, c'est pas Parce une qu'elle le fait de soumission. bon cœur, mais Voilà. Et Comme oui, elle le fait de bon cœur, c'est pas vraiment une soumission, c'est plus... elle a été élevée comme ça et c'est presque, elle n'a pas le choix. Elle a pas- c'est- oui, c'est une soumission. Ça s'impose à elle. mais elle ne le vit pas comme une soumission. D'ailleurs, elle dit Non, je elle ne me fait- plains pas, ça ne change rien aux Oui. choses. À aucun moment elle se plaint vraiment. Elle raconte. Et son récit, moi, je le trouve à la fois précis et confus. Confus parce qu'elle parle parfois dans des digressions, par des mots des phrases qui s'enchaînent, on ne sait pas trop comment c'est arrivé. Un petit peu comme C'est très nos décousu, en propres fait. pensées, en fait. Tu C'est captes comme une pas confession, toujours, en fait. voilà. On l'imagine très bien en train de se confesser et les souvenirs affluent et elle les restitue au fur et à mesure qu'ils arrivent et c'est très confus parce que de toute façon elle est complètement Voilà, elle elle a est commis déboussolée à ce elle est moment-là. complètement déboussolée et vampire. Alors ce que tu disais tout à l'heure sur Erwan Daoufar qu'il sombre absolument jamais dans le burlesque, je crois aussi c'est parce que très justement il essaye pas il joue le rôle d'une femme mais il n'est pas du tout grimé. Il est Non. pas du tout, voilà, il prend pas du tout des postures. Il est juste assis sur son fauteuil. C'est un comédien que l'on voit et qui raconte l'histoire de cette femme. C'est pour ça que c'est jamais ridicule, jamais burlesque ou jamais grimé à outrance.
Non, là, il fait pas du tout semblant de l'être une, et ça, je pense que c'est un très bon choix de Solène Denis, la metteur en scène, Tout à fait. de pas tenter de faire un travestissement. Et c'est pour ça que ça marche. On comprend très rapidement que c'est une femme qui nous parle, et on comprend très bien là où elle va nous amener. Enfin non, on comprend pas là où elle va nous amener, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Voilà, quand le retournement final, et d'ailleurs c'est glaçant. Même si au final on sent qu'il va se passer quelque chose, on sent qu'il va se produire un événement. Elle serait pas là sinon de toute façon. Et petit à petit, ça germe dans l'esprit du spectateur. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors on imagine quelque chose. Moi j'imaginais quelque chose qui n'est pas du tout ce qui se produit. Ce qui produit. Et voilà. Et quand ça arrive, c'est, je dirais à la fois terrassant, le terme est un peu fort. Et en même temps, on dit, ah bah oui, en fait, ça ne pouvait être que ça. Et voilà, elle ne cherche pas à excuser, juste à expliquer, à dire les choses, et on les reçoit du coup de la bonne façon. Enfin, et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a énormément de pudeur et de retenue dans sa posture, dans sa façon de raconter, mais en même temps, elle se livre entièrement sans chercher à minimiser, sans chercher à excuser, effectivement. Et on tombe presque dans l'impudeur parce qu'elle ose nous confier, mais en même temps, on est dans une forme de pudeur. Il y a vraiment un paradoxe. C'est très juste, c'est justement dosé de toute façon. Voilà, elle nous touche directement en fait. Et c'est le même paradoxe, je disais, c'est un texte précis, enfin on est dans la précision et la confusion. Les mots sont extrêmement précis, le texte de Solène Denis est vraiment extraordinaire, il est ciselé là encore. Il va falloir que je raye ce mot de mon dictionnaire. Mais il est extrêmement précis, extrêmement pointu. Il y a des... Je n'ai pas arrêté de noter des phrases, des citations. Il y en on a envie de tout noter. Oui, c'est vraiment magnifique. Et alors, la scène finale m'a saisie, le parallèle avec un spectacle qui s'est joué ici à la Colline, m'a saisie de la même manière que la scène finale des Barbelés. Les Barbelés d'Annick Lefebvre, mis en scène par Alexia Burgère au Théâtre de la Colline. Il y a cette même force d'une dernière image qui, moi, m'a complètement scotché, enfin, j'étais complètement saisie par la puissance, je reviens, de ce texte, de cette interprétation qui est une performance extraordinaire et de ces lumières, vraiment un ensemble il y a un magnifique. magnifique travail de lumière. C'est assez dément dans la forme globale. En fait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au texte, que vous vouliez tout noter, en fait, ça sert à rien de tout noter. Vous pouvez simplement acheter le texte. Je sais pas où est-ce qu'il est édité, mais il est édité. Voilà, le texte de Cendre. Pour l'instant, le seul endroit où il est encore possible de voir Cendre de Solène Denis, mis en scène par le collectif Dénisiaque, c'est à Papeete en Polynésie française, le mois prochain. Ben voilà. Et on prend l'avion d'ailleurs. Donc prenez l'avion, et puis sinon, on souhaite à l'équipe une reprise hexagonale. Théâtrelle, avant de nous quitter, enfin, tu voulais partager un... C'est sympa. Pardon, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, avant de partir enfin. Mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est une pièce qui se joue au théâtre de la Huchette, qui s'appelle Comédien, avec un point d'exclamation, donc Comédien. Et voilà, c'est un spectacle musical qui est absolument délicieux. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, on la trouve suffisamment sur les articles qui circulent sur le net. C'est une mise en abîme, c'est une répétition d'un spectacle musical qui se joue au théâtre de la Huchette après-guerre, donc on est vraiment dans la mise en abîme. Je ne raconte pas toute l'histoire, je vous dis d'aller lire sur internet, mais de ne pas tout lire en fait, non, n'allez rien, ne lisez rien. Il y a beaucoup de gens qui dévoilent un peu trop le dénouement final, et je trouve ça dommage. Moi je l'ai vu en ne sachant rien, un petit peu à l'aveugle, et j'ai été totalement surprise parce que j'ai rien vu venir. Et je trouvais ça vraiment très bien de découvrir au moment même. Donc c'est hyper bien joué par les trois comédiens, notamment Marion Prété, la jeune chanteuse, qui est pleine de peps, pleine d'énergie. C'est très bien mise en scène, c'est péchu, il y a des chorégraphies, il y a des chansons, il y a plein de choses. Vraiment, ça vaut le coup, c'est plaisant, ça fait partie de ces théâtres, de ces petits spectacles que produit... Et accompagne le théâtre de la Huchette, et qui sont vraiment un vrai régal. J'ai pensé bien sûr à La Poupée Sanglante, j'ai pensé à... Kiki de Montparnasse. Non, pas Kiki de Montparnasse, j'ai pensé à l'adaptation du roman de Vian. Pardon ? L'écume des jours. L'écume des jours, voilà. Donc c'est un peu le même principe, 3 comédiens, une comédie musicale, une très belle scénographie, une histoire qui vraiment se transporte complètement. Donc allez-y, c'est un vrai bonheur. Merci Théâtrelle, merci à toutes les trois. Et je pars enfin. Oui,
Ah, enfin. Eh bien, moi aussi. Merci, merci. Eh bien, puisqu'il c'est comme ça, moi aussi. Pour parler d'Itac, notre dernière pièce au programme de cette soirée, j'ai le plaisir d'accueillir cette fois Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir. Bertrand Bonsoir. et Titi Katiam. Bonsoir. En voilà une qui semble faire la tournée de nos théâtres nationaux. Après What If They Went to Moscow au Théâtre de la Colline, puis La Règle du jeu à la Comédie Française, on la retrouve cette fois au Théâtre de l'Odéon. Je parle bien sûr de Christiane Jataï. Pour sa première création en tant qu'artiste associée à l'Odéon, elle s'attaque à l'Odyssée d'Homère pour créer Itac, spectacle en français et en portugais dans lequel il est question d'exil, d'odyssée, de lignes de partage et d'imagination. Sur Twitter, Olivier Hubertali dit « Avec Itac, la brésilienne Christiane Jataï livre 6 comédiens à la cruauté des fêtes et des guerres et poursuit son exploration poétique ciné-théâtrale au travers d'une superbe scénographie. » Nouvelle Claque, tu partages cet avis ? Très beau tweet, oui, je partage cet avis. Soyons clairs dès le départ, je pense que c'est une pièce qui divise beaucoup. Le dispositif, certes, est complexe et ce n'est pas du théâtre de texte dans le sens où bien chercher, c'est plus l'expérience et c'est sur ce que la personne qui vient voir cette pièce va projeter. Et moi, en fait, ça a marché. Ça n'avait pas marché avec la règle du jeu, absolument pas. Je m'y étais pas retrouvée. Et là, j'ai été moi-même surprise d'être bouleversée par la pièce, sachant qu'il y a énormément de possibilités de lecture et de strates. Moi, j'y ai projeté la lecture des migrations. J'ai vu Ulysse, donc justement, dans la peau du migrant qui est hors ses terres, qui est déraciné, qui essaye de rentrer, qui peut finir sur un bateau et couler dans la Méditerranée. Et tout ça, en fait, Christiane Jataï le dit, le suggère, mais en fait, elle laisse aussi une énorme place au spectateur qui a la place de mettre ses propres images, ses propres valeurs dans la pièce. Et moi, du coup, j'ai été vraiment bouleversée, donc je suis d'accord avec ce tweet. Katia, une réaction ? Moi, je suis absolument pas d'accord parce que l'utilisation de ce mythe est ici totalement incohérent. Projeter des migrants sur Ulysse, Ulysse n'est pas un migrant, c'est simplement une personne qui veut rentrer. Pas le propos. C'est simplement une personne qui veut rentrer chez elle et non pas un migrant. D'autre part, je suis extrêmement choquée par l'absence de texte. On passe 1h30 sans texte valable, sans action valable. Si le dispositif est intéressant et ludique, moi, il n'y a que les 10 dernières minutes qui ont une réelle beauté théâtrale, avec le dispositif qui prend une jolie forme. Mais je trouve que c'est simplement brouhaha et vacuité. Bertrand ? Je pense que le mot ludique a été évoqué. Moi, c'est un peu ce qui ressort de cette expérience pour moi. Enfin, je trouve que les procédés sont même pas si innovateurs que ça. Non, moi, le texte, c'est très joli, mais c'est très incohérent aussi. Je trouve que ça renvoie bien à ce que dit la dramaturgie. La dramaturgie est très fouillie, très incohérente. À mon sens, il n'y a pas grand-chose qui ressort en tout cas de mon expérience dans ce spectacle-là. Bénédicte le disait tout à l'heure, il y a des grilles de lecture qui sont multiples. Effectivement, on peut calquer ses propres images et ses propres valeurs. Je trouve que pouvoir calquer ses propres valeurs et ses propres images dans un spectacle, pour moi, c'est un problème. Parce que, à mon sens, un spectacle, c'est là pour aussi remettre en cause ce qu'on pense déjà. Et je trouve que ici, il n'y a pas ça du tout. Il y a un propos qui tient dans un mouchoir de poche. C'est un théâtre miroir, c'est un théâtre. Mais je trouve que ça tient en 2 phrases en fait à la fin du spectacle et moi je n'ai pas compris ça du tout dans tout ce spectacle-là. Et puis on a l'impression de remplissage. Enfin, je pense par exemple au passage où un acteur parlant français est traduit ensuite par une actrice en portugais ou en brésilien. Je trouve ça totalement vain. Au niveau de la symbolique, ça n'apporte rien. On a l'impression que vraiment, comme l'a dit Bertrand, tout est prétexte à jeu et oui, comme je dis aussi, à remplissage. Elle a des moyens extraordinaires qui lui sont alloués. Elle a un dispositif qui est génial, avec lequel elle pourrait faire un dispositif scénique, une scénographie qui est géniale, avec lequel elle pourrait monter un projet vraiment parlant. Et là, rien n'est, tout n'est que symbole, mais le symbole est vide. Non, mais il faut partir moi, je suis partie du principe que c'était un théâtre miroir. Son objet, le travail qu'elle fait là dans ce spectacle, c'est sur l'objet théâtral. Il y a eu toute une partie d'improvisation. Donc c'est aussi
à la fois la mise en scène de Christiane Jataï, mais c'est aussi une pièce qui appartient aux acteurs. Et il y a énormément de choses qu'on peut lire. Et après, tu disais sur les diverses interprétations. Après, toi, par exemple, ça t'a pas plu, mais le fait que moi, ma voisine, ait eu une interprétation où c'était centré sur le Brésil et que moi, j'ai vu les migrants, je trouve que c'est quand même assez fou que justement on puisse ressortir en se disant que on a vu des choses différentes et tu dis qu'il faut recentrer, mais du coup, là, c'est quand on vient voir une pièce avec justement un texte, quelque chose de classique, où on va rechercher, je sais pas, par exemple, les sonorités qu'il y a dans le texte, on va chercher quelque chose de différent. Là, ce qu'elle nous offre, c'est une expérience. C'est l'objet du théâtre, c'est le théâtre dans le théâtre, c'est les acteurs entre eux, c'est tout ça. Alors oui, c'est probablement une expérience humaine, mais son expérience humaine n'a pas de propos. Il aurait pu aller au bout du processus, et le processus là s'arrête, et on n'a pas assez de propos. Et malgré tout, même si là tout est centré autour de l'expérience et du vivre ensemble et du fait d'être et d'agir, alors soit on fait un théâtre totalement muet et un théâtre de gestes avec des interactions. Là, les gestes sont quasiment cris, ne sont que disputes et répétitions. Et ces disputes et ces répétitions et ce quasi absurde qui fonctionnent chez Beckett ou chez Ionesco, ici, ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de propos. Moi, le propos, comme elle le dit dans son introduction, soit vers les migrants, soit en parlant du Brésil, là, ça ne fonctionne pas. Et je suis d'autant plus fâché et mécontent sur ce spectacle qu'il y a une prétendue utilisation du mythe de l'Odyssée qui est ici totalement inefficiente. Mais énormément de force aussi sur tout ce qui est le dispositif graphique dans la troisième partie, quand on a ces gros plans et que justement on a bien compris que Christiane Jataï aimait utiliser le cinéma tout le temps, et là, pour moi, ce n'est pas parlant. Mais moi, je suis d'accord sur la règle du jeu, j'avais pas du tout accroché. Mais là, en fait, tu vois, d'avoir ce gros plan sur les visages et de voir la souffrance et de voir quelque chose, en même temps, en ayant la vision globale, en voyant les acteurs sur scène, en voyant les autres se déplacer, moi, c'est quelque chose, oui, qui m'a touché, qui a touché quelque chose. Mais encore une fois, moi je comprends pas ce que ça vient servir en fait dans le propos, dans sa globalité. Et oui, alors certes, la multiplicité des avis au sujet d'un spectacle, c'est effectivement passionnant, mais en fait ça c'est le propre de la perception, donc quoi qu'il en soit, quoi qu'on voit, à part si c'est vraiment un spectacle à message qui a pour but de délivrer quelque chose de précis, il me semble que c'est quand même chose assez recherchée dans le théâtre contemporain aujourd'hui, d'avoir une multiplicité d'avis dans une salle. Moi ici, le principal problème que j'ai, alors j'ai peut-être pas du tout les clés de lecture cachées dans l'Odyssée pour lire ce spectacle, c'est peut-être ça, hein. Je suis peut-être pas du tout assez... j'ai peut-être pas assez bûché mon Odyssée avant d'aller voir ce spectacle, mais je trouve que justement c'est un problème en fait que le message soit aussi abscon, obscur, hermétique. Mais il n'y a pas ce message-là dans l'Odyssée, moi qui le maîtrise plutôt bien, là il n'y a pas ce message-là dans l'Odyssée. Voilà, donc clairement elle se sert l'Odyssée porte sur la nostalgie, là il n'y a pas de nostalgie, comme l'a dit Nouvelle Claque, elle porte sur la question de la migration, sur la question de l'étranger. Ulysse n'est pas un étranger, il essaie de rentrer chez lui. Et après il y a aussi, si on part par exemple sur l'interprétation avec le Brésil, donc quand elle fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec le président Lula, on a des interventions excellentes. Oui, on a des interventions parasites, en fait ça fait beaucoup réagir, et tous les chroniqueurs et chroniqueuses se sont battus pour parler de la pièce ce soir, donc on peut les convier si elles souhaitent réagir. Mordu de théâtre, théâtre côté cœur, si vous avez quelque chose à ajouter, venez au micro. Non, vous n'avez plus rien à dire finalement. Bon, on va... Non mais alors une question, est-ce qu'un théâtre qui fait réagir n'est pas suffisant ? C'est pas une préposition suffisante pour Mais vous ? le problème c'est que, moi en ce qui me concerne, ça m'a pas fait réagir, c'est ça le truc. Ça me fait pas réagir du tout. L'ennui arrive très rapidement quand même. Moi je me suis vraiment ennuyé en fait. C'est très joli, hein, mais je me suis ennuyé quoi. Joli, je ne sais pas. Oui, si, moi je trouve ça. C'est joli. Oui, c'est joli et il y a un aspect ludique, mais les deux premiers tableaux tournent rapidement à vide. Oui, complètement. Le quatrième mur souhaite réagir, non ? Moi je rejoins un peu ce qu'a dit Bertrand. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de... Enfin, je fais la synthèse. Il y a beaucoup de moyens et c'est très... Moi, je me suis laissée piéger. J'ai adoré me lever, changer de côté, etc. J'ai trouvé ça très marrant, comme une vraie aventure. Mais effectivement, il n'en reste rien. C'est-à-dire, c'est de la forme, du formalisme. Il y a de l'argent qui dégouline, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a de la flotte partout. Mais en réalité, il n'en reste rien. Et moi, ce qui m'a gênée,
c'était que effectivement chacun projette son petit truc, donc c'est très narcissique. Et pour moi, dans le théâtre, en sortant, même s'il y a différents points de vue, il doit quand même y avoir un message fédérateur ou quelque chose qui rassemble les gens. Et là, j'ai trouvé que c'était des petits miroirs individuels, j'ai trouvé ça fondamentalement égoïste, mais j'avais trouvé la même chose dans la règle du jeu. Bon. Et pour moi, ça a un petit côté, je vous flatte dans ce qui vous fait plaisir, donc c'est un petit côté, je vais le redire, onaniste, qui finalement me déplaît dans le cadre d'une aventure théâtrale. Voilà, c'est tout, je me tais. Mais je trouvais qu'effectivement, le côté multiplicité des lectures, je trouve ça assez passionnant, mais quand il y a un propos qui est radical, pour que chacun puisse venir s'y nicher et lutter avec si nécessaire, mais là, le propos n'est pas radical du tout, en fait. Et puis on se questionne quand même fortement sur la présence du tableau Calypso-Ulysse. Encore le retour d'Ulysse à Ithaque peut être intéressant, mais Calypso-Ulysse, moi j'ai absolument pas vu l'intérêt. Merci, vous avez... Et oui, j'étais d'autant plus mécontent que on a une pièce qui utilise un mythe de l'Antiquité et qui a débauche de moyens pour rien en faire. Et cela me rappelait justement l'Iliade au théâtre de la Bastille, qui avec rien recréé à la fois toutes les valeurs d'Homère et véhiculer un message. Si je peux juste rajouter un truc sur le lien entre donc, ce qu'a voulu faire Christiane Jataï avec Ulysse et l'Odyssée. Moi, c'est pas ma lecture, c'est une lecture qui m'a été expliquée parce que je l'ai pas vue avec le rapport avec le Brésil. C'est que par exemple, donc en faisant le rapprochement avec ce qui s'est passé et la destitution de la présidente et maintenant l'emprisonnement de Lula, en fait il y a aussi donc tous les sénateurs corrompus du Brésil qui représentent dans la pièce d'Ithaque les prétendants qui sont là, qui sont derrière Pénélope et qui attendent de pouvoir reprendre le pouvoir. Et ça, c'est une des lectures, tu vois. Ah oui, mais bon, il faut nous donner quelques clés. Là, un petit bout de Brésil, moi, à l'intérieur. Oui, si elle veut... Et intéressez-vous un peu à la politique internationale. Gentil, vas-y, rejoins-nous. Encore faut-il, oui, on veut bien avoir des lectures, et là, la lecture est pourquoi pas efficiente, mais on n'a pas ces clés-là dans le spectacle. C'est pas parce qu'ils disent 3 mots en portugais ou en brésilien que la pièce est brésilienne et traite du Brésil. Le problème, c'est qu'effectivement, on peut interpréter comme ça de 1000 manières, mais on peut trouver des bouts de ficelle partout, mais il y a un moment où... Enfin, je veux dire, quand il y a un manque de cohérence dramaturgique... On pourrait avoir très bien aussi ça sur la place des femmes, hein. Les femmes malmenées, les femmes abandonnées, à la fin les femmes traînées en sirène, comme des objets. Merci, ça va être le mot de la fin sur cette pièce. Vous avez jusqu'au 21 avril pour aller voir ou revoir Ithaque, conçu par Christiane Jataï aux ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon. Allez-y, allez-y. Et la pièce reviendra à l'automne de toute manière au 104. Merci pour cette précision. En attendant, les représentations à l'Odéon ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. C'était la dernière pièce au programme de cette 12e émission de Radio Mortimer. Bertrand, avant de clôturer l'émission, tu voulais partager un coup de cœur ? Ouais, moi je suis un grand malade, j'ai même 2 coups de cœur. Donc mon premier coup de cœur, ce sera une forme courte que j'ai pu voir au Théâtre National de Bruxelles. Donc c'est une forme qui s'appelle Mes bras connaissent, mise en scène et écrite par Antonin Génie. Développe tout un univers en fait avec plein de personnages très bras cassés. C'est assez étonnant, ça se passait en fait en coulisses de la grande salle et c'est que des personnages qu'on entend parler en partie de loin. Enfin, on se sent complètement en périphérie de l'action. Du coup, c'est vraiment très drôle, c'est très étonnant. Je trouve que le travail était vraiment assez épatant. Il arrive à développer un univers en 25 minutes, quelque chose comme ça. Et alors, il va créer un spectacle bientôt, cette fois-ci une forme longue, donc, qui j'espère sera tourné à Paris. Mon deuxième coup de cœur, un spectacle de danse. J'ai vu au Théâtre du Cormier à Cormeilles-en-Parisis. Donc c'est un spectacle d'Amala Dianor qui s'appelait Manrek Extension, donc 2 formes courtes. Une forme courte qui est un solo et une forme courte qui est un duo avec B-Boy Junior, donc un breakdancer. Et là pour le coup, je vais pas vous en dire plus que ça parce qu'en fait, c'est un danseur qui est très très aérien, très étonnant, très doux. Je trouve que c'est un beau moment, c'est très beau à voir en fait. C'est vraiment très chouette. Lui il tourne plutôt, normalement il devrait tourner au Théâtre de la Ville l'an prochain, j'espère. Voilà, parce qu'il a déjà tourné aux Abbesses cette année et puis au 104. Merci, on va suivre ça de près. Merci à toutes et à tous pour la dernière chronique sur Ithaque. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Vera de Petrezalenka, mise en scène par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo au Théâtre de Paris, à voir jusqu'au 20 mai. Opéra porno, écrite et mise en scène par Pierre Guillois au Théâtre du Rond-Point, à voir jusqu'au 22 avril.
Phèdre de Sénèque, mise en scène par Louise Vigneault à la Comédie Française, à voir jusqu'au 13 mai. Cendre de Solène Denis, mis en scène par le collectif Dénisiaque, à voir en mai à Papeete en Polynésie française. Et enfin Itac, conçu par Christiane Jataï au Théâtre de l'Odéon, à voir jusqu'au 21 avril. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus autour de la table ce soir. Mordu de théâtre, Roger 42, Théâtoile, Théâtrel, Théâtre Côté Cœur, Le 4e Mur, Nouvelle Claque, Titi Katiam, Bertrand, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés, merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux au hashtag Radio Mortimer et surtout un très grand merci au Théâtre de la Colline à Paris pour sa générosité et pour son accueil ce soir. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui se tiendra lundi 21 mai. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. À la prochaine!